Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence pour cette conférence. Il me semble que c'est la dernière. Euh, sur les municipales, on a souhaité vous présenter le travail de recommandation qu'on a construit avec une quinzaine d'associations pour garantir une alimentation durable, accessible à toutes et tous, et les leviers que les élus locaux peuvent avoir pour mettre en œuvre cette ambition-là. Parmi nous, on a Marie, qui travaille au Secours catholique, responsable accès digne à l'alimentation durable et de qualité. Jérémy Camus, qui est vice-président à la métropole de Lyon, délégué à l'alimentation et à l'agriculture. Et puis Marion Tagnou, qui est conseillère solidarité cohésion sociale à France Urbaine. Merci de votre présence parmi nous pour illustrer tout ça. Avant de te donner la parole, Marie, l'idée c'était d'introduire un peu tout ça et de m'introduire moi-même aussi. Maxime Fritzen, je suis co-directeur de l'Union nationale des groupements des épiceries sociales et solidaires et je suis en charge des questions de plaidoyer. Pourquoi on a souhaité travailler tous ensemble pour élaborer ces recommandations? Le constat il est assez simple, je pense qu'il est assez partagé, les chiffres sont assez éloquents. 16% de la population qui est en situation de précarité alimentaire, des études qui indiquent même que 32% de la population a du mal à se nourrir 3 fois par jour, donc une précarité qui augmente. En parallèle, 18% des agriculteurs et agricultrices vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc ceux qui nous nourrissent sont ceux qui sont les plus précaires dans notre pays. Des maladies type diabète ou obésité qui augmentent de manière exponentielle. Par exemple, les personnes soignées pour le diabète ont augmenté de 160% en 20 ans. Des chiffres qui là aussi sont assez éloquents. Et puis en parallèle, de nombreuses des externalités négatives sur l'environnement liées à l'activité agricole, agro-industrielle sur notre territoire qu'on voit chaque jour. Ces chiffres-là nous ont incités à agir. Et donc Marie, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu plus la construction, la méthode de construction qu'on a pu avoir pour élaborer ces recommandations. Merci, bonjour à tout le monde. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas, on a des exemplaires des recommandations dont on va débattre juste maintenant. Donc moi je travaille au Secours catholique. Comme le disait Maxime, on a été une quinzaine d'associations à travailler ces différentes recommandations. Puisque Maxime le disait, voilà, la situation est catastrophique sur l'ensemble des dimensions que l'on porte, agricole, précarité alimentaire, santé, question d'environnement. Et par ailleurs, on constate aussi une énorme désillusion démocratique. Et on se dit que l'alimentation est un énorme levier aussi pour refaire commun à l'échelle des territoires. Donc ça fait partie de la conviction, de l'intuition aussi derrière cette démarche. Deuxième conviction, c'est que tous ces éléments, on ne peut pas les traiter de manière séparée. Et donc, on a mis en débat dans nos différents réseaux, qui sont des réseaux avec un fort maillage territorial, beaucoup de bénévoles impliqués, de personnes aussi qui vivent des situations difficiles. Et donc, pendant plusieurs mois, nos réseaux ont mis en débat un certain nombre de propositions qui ont été, de ce fait, remodelées, remaniées, appropriées par nos réseaux et qui donnent cet ensemble de 10 recommandations que vous pouvez avoir sous les yeux, qui vont de la fourche à la fourchette. Puisque, certes, tu le disais, les municipalités, intercommunalités n'ont pas une compétence alimentaire en propre, mais ont de nombreuses compétences qui permettent d'agir à tous ces niveaux. Donc c'était aussi l'intérêt qu'on se retrouve ensemble pour mettre en commun cette expertise qu'on pouvait avoir, mais aussi de nombreux exemples de ce qui est existant et qui mérite d'être massifié. Je pense que c'est un point important aussi de notre démarche, c'est on se positionne pas du tout en donneur, donneuse de leçons auprès des maires ou des futurs candidats ou des candidats et donc futurs maires, mais vraiment plus dans une approche de coopération et de vouloir massifier des choses qui existent et qui aujourd'hui restent à trop petite échelle. Et donc, on a 4 types de recommandations en ce sens. Je le disais, un énorme enjeu démocratique pour nous, donc tout ce qui va permettre de remettre les personnes au cœur des décisions sur ces enjeux alimentaires, et notamment autour de la politique participative que peut avoir une municipalité, tous les outils qui sont mis en place et les instances aussi qui sont mis en place, comment elles peuvent être mises au service d'une meilleure participation sur l'alimentation et intégrer cette question-là vraiment comme un axe à part entière. Deuxième axe, c'est autour de l'accessibilité financière, forcément.
à cette alimentation de qualité. Là, on a plusieurs leviers sur la restauration collective avec l'enjeu des tarifs sociaux, effectivement, et une alimentation plus saine pour aller au-delà des objectifs Egalim, si on le peut. Mais aussi tout ce qui va être du soutien à des projets de diverses manières. On ne parle pas que de soutien financier par ailleurs, mais de diverses manières, un soutien à des projets qui justement vont permettre à une partie des ménages d'avoir plus de pouvoir d'achat sur l'alimentation, typiquement sur des caisses alimentaires locales, des épiceries sociales et solidaires où il y a des soutiens sur l'achat à la denrée directement, mais qui vont aussi avoir toute une dynamique là aussi participative d'enjeux de sensibilisation et de construction d'un commun autour du changement sur notre alimentation et le système agricole. Donc ça, c'est voilà, tout le deuxième axe que vous pouvez retrouver. Troisième champ sur lequel on a des recommandations, ça va être, certes, il y a un enjeu sur le revenu des personnes, mais il y a aussi un enjeu sur la manière dont, autour de chez elles, elles peuvent se nourrir correctement. Ce qu'on peut appeler l'environnement alimentaire très direct. Et donc, c'est pour ça que là, vous trouverez trois recommandations. Comment on soutient l'implantation de commerces qui favorisent cette alimentation plus durable et accessible. L'interdiction, la régulation, a-t-on mis, voire l'interdiction de certaines publicités dans l'espace public et freiner l'implantation de fast-food ou l'existence de fast-food à minima à proximité des établissements scolaires. Donc ça, c'est 3 recommandations sur l'environnement alimentaire. Et puis enfin, tout ça, évidemment, n'est pas possible si on ne change pas nos capacités de production durable, si on veut aussi cette accessibilité. Donc là, on a 2 leviers autour de la préservation des terres agricoles et autour du renouvellement des générations. Et renouvellement des générations qui peut aller autant entre la mise en lien entre des producteurs qui vont partir à la retraite et ceux qui cherchent des exploitations, que sur que des aides en fait plus sociales, accès au logement, accès à du foncier, voilà, qui là aussi peut permettre on peut aller chercher dans différentes compétences là-dessus. Puis préservation des terres, et bien peut-être que vous le direz aussi, en usant plutôt là des outils de planification, d'urbanisme, des outils d'urbanisme pour intégrer tout ça dans les plans disponibles pour préserver vraiment des terres à la production agricole avec un mode de production plus en agriculture biologique ou proche de l'agroécologie. Voilà pour le panorama sur lequel on va vous laisser maintenant discuter. Merci Marie. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et dans votre vision justement des actions qui peuvent être mises en place au sein de la métropole de Lyon et puis plus globalement au sein des adhérents à France Urbaine sur ces questions d'accès à l'alimentation. L'idée c'était aussi de voir comment toi en tant qu'élu, Jérémy, et Marion, toi en tant que plutôt technicienne d'une association qui représente des grandes intercommunalités, comment vous voyez vous ces dynamiques-là interassociatives avec ces interpellations? Est-ce que c'est quelque chose... quel positionnement en tant qu'élu et technicienne vous avez sur ce sujet-là? Peut-être commencer par toi, Jérémy, puis ensuite Marion. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation et puis surtout bravo pour le boulot, parce que ça, c'est d'une grande qualité. Et j'aurais rêvé en 2020 d'avoir ce type de guidelines, de préconisations pour mettre en place la feuille de route. Avec le recul, je me dis qu'on n'est pas totalement à côté de la plaque, parce que quand je lis les différentes recommandations, c'est vrai qu'on a pas mal cranté à la métropole de Lyon sur ces sujets. Moi, je trouve que c'est un super prolongement de ce rapport que vous avez cité, ou pas cité, que vous avez réalisé avec d'autres acteurs sur le diagnostic et l'injuste prix de notre alimentation. Et je pense que c'est quand vous dites à quoi ça sert de faire ce type de plaidoyer ou de recommandation, j'invite vraiment tous les élus municipaux, intercommunaux qui se veulent s'emparer de la dimension alimentaire, de prendre ça comme des axes programmatiques complets. En fait, ça, c'est utile et en plus, c'est possible. Et la preuve, à la métropole de Lyon, quand on reprend chaque axe, on est intervenu quasiment sur l'intégralité de ces propositions en parlant du foncier, mais je ne sais pas si on y reviendra. Tu veux que j'en parle maintenant ? Bon, j'en reviendrai après. Le sujet aujourd'hui qui m'anime, c'est comment on peut aller plus loin. Et c'est vrai que c'est massifier, changer d'échelle. On a fait la preuve dans un mandat que c'était possible d'installer ce type de démarche, que les collectivités sont compétentes pour mener ces actions.
et que ça a des effets positifs. Après, maintenant, c'est comment on arrive à changer d'échelle. Et on a aussi des freins aujourd'hui qui sont liés aussi aux enjeux budgétaires que tout le monde connaît aujourd'hui et qui viennent peser, pour moi, assez fortement sur ces enjeux alimentaires et agricoles. Et puis après, il y a des actions qui ne nécessitent pas de budget. Par exemple, moi, j'aime bien l'idée de réguler ou interdire la publicité dans l'espace public. Dans le rapport, il est mentionné que c'est 5,5 milliards qui sont dépensés par l'industrie agroalimentaire tous les ans pour nous vendre des produits toujours plus mauvais pour la santé et à côté des dépenses publiques qui sont relativement limitées pour contrecarrer ce discours. Donc une des façons de le faire, c'est que les collectivités, elles sont responsables de la publicité qu'elles amènent sur la voie publique. Et nous, à la métropole, on a fait le choix de stopper ce type de publicité et en particulier parfois de l'interdire même. Typiquement, quand vous prenez le métro à Lyon, vous ne verrez plus aucune publicité aujourd'hui dans les couloirs du métro, parce que cette publicité, généralement, nous amène à avoir de la promotion de produits qui ne sont pas très, très sains pour la santé. Est-ce qu'on entend? C'est bon, et ça fonctionne. Oui, donc Marion Tagnou, France Urbaine, hein, grandes villes et grandes intercommunalités, et une association qui fait à la fois de l'échange de pratiques, mais aussi du plaidoyer. Et qui dit plaidoyer, dit réflexion sur comment on change le cadre aussi. Donc sur cette question qui est de voir quelle approche on peut avoir vis-à-vis d'initiatives venant du secteur associatif, quelque part c'est le reflet déjà de ce qui se construit à l'échelle locale. Donc on va voir émerger de plus en plus des gouvernances qui vont associer les acteurs économiques, les acteurs associatifs et les institutions. Et c'est également ce qu'on recherche à l'échelle nationale. Puisque si on n'a qu'un bout du sujet sans les personnes concernées, on va avoir des réponses qui ne seront pas appropriées. Mais de la même façon, si on n'intègre pas complètement les acteurs économiques pour rentrer dans leur logique, on aura une partie du problème qui n'est pas là. Et de la même façon, si on n'intègre pas à cette réflexion les modèles financiers et les modèles juridiques pérennes qui peuvent être mis en place sur un territoire, la réflexion qu'on aura ici va être un peu déconnectée des débats qu'on a aujourd'hui dans le cadre du projet de loi de finances sur comment on finance aussi ces actions-là. Mais on pourra y revenir aussi sur la suite. Merci. Rentrons dans le vif du sujet. Peut-être avec toi, Jérémy, sur l'exemple lyonnais, justement par rapport à ces recommandations-là, mais aussi sur les outils qu'une collectivité peut avoir. Comment déjà des exemples de ce que Lyon a pu mettre en œuvre et sur quels outils vous vous êtes appuyé pour mettre en place le projet que vous avez sur les questions d'alimentation et d'accès à l'alimentation à Lyon? En fait, j'ai parlé de la pub, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est une politique qui ne coûte rien, grosso modo, et pourtant qui est très efficace déjà. Et il y a d'autres politiques, avant même de parler de budget, qui ne coûtent pas grand-chose, c'est l'urbanisme, et en l'occurrence de réintégrer la dimension agricole comme une dimension stratégique dans les documents d'urbanisme. Et donc au lieu de les considérer comme des variables d'ajustement, des vides sidéraux dans les documents, comme si c'était l'urbanisme et l'océan vide de terrain agricole, c'est de leur redonner de la force dans ces documents. Et donc ça veut dire deux choses. C'est changer parfois les orientations agricoles de certains terrains qui sont aujourd'hui fléchés à l'urbanisation. Pour la métropole de Lyon, il a été artificialisé par nos prédécesseurs. Ils ont artificialisé à peu près 1000 hectares en 10 ans. Et donc, dans les premières mesures qu'on a prises, c'était rétrozoner, c'est-à-dire redonner à l'agriculture des terrains qui sont cultivés et qui pourtant étaient fléchés dans les documents d'urbanisme à urbaniser. Et puis, on est allé plus loin, on a utilisé une procédure qui est nationale, qui s'appelle les PENAP ou les PEAMP, Protection des espèces naturelles agricoles périurbains, qui permet en fait de sanctuariser ad vitam aeternam le sol agricole. Et donc on a mis plus 30% bientôt de terres sanctuarisées. On arrive quasiment à plus de 50% de nos espaces naturels agricoles qui, quelle que soit l'alternance politique sur la collectivité, ne pourra pas être changé dans les documents d'urbanisme PLU. Ce qui apporte une grande sécurité aussi pour le monde agricole, de savoir qu'ils peuvent miser en termes de projection dans l'avenir sur des terrains qui ne vont pas se transformer d'une année sur l'autre en un entrepôt logistique ou une entité économique ou des équipements publics. Donc ça, c'est un point qui est ultra facile à mettre en place, qui est très accepté par la population, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous, on n'a pas eu de recours, par exemple, sur ces procédures de sanctuarisation. On aurait pu avoir des propriétaires qui imaginent une spéculation long terme et qui s'opposent à ça. En vérité, on a sanctuarisé plus de 3000 hectares depuis le début du mandat. Rien.
L'autre sujet qui est intéressant, et vous le rappelez aussi dans le rapport, c'est bien de sanctuariser les terres, mais encore faut-il que ce soit de la production qui soit saine, à la fois pour la santé des individus, mais aussi pour l'environnement. Et je renvoie toujours à ce rapport qui, encore une fois, est très utile pour des élus qui défendent cette vision-là, d'avoir des chiffres clés. Et le rapport, il illustre très bien, parce qu'il chiffre concrètement le coût que représente aujourd'hui notre système alimentaire pour notre société, qui est chiffré à plus de 19 milliards d'euros par an de dépenses publiques pour compenser les effets négatifs de notre système alimentaire, 12,5 milliards d'euros sur la santé des individus. Donc quand vous prenez votre carte vitale aujourd'hui pour aller vous guérir de maladies qui sont liées à votre alimentation, ça impacte le budget de l'État fortement. À l'heure où on cherche aujourd'hui des économies dans le budget de l'État, peut-être qu'il y a une question à avoir sur pourquoi on continue à financer un modèle qui est vicieux pour la nature et pour l'environnement. Et ce rapport, il va plus loin, parce qu'il montre qu'on dépense à peu près 50 milliards d'euros pour maintenir ce système alimentaire à flot qui a ses répercussions négatives. C'est beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant de le comparer à un élément qu'on connaît tous, c'est la PAC, la politique agricole commune. Pour votre info, la PAC, c'est à peine 9 milliards d'euros par an d'investis. C'est beaucoup, mais c'est rien comparé à ces externalités négatives que je viens de vous évoquer. Et donc là, quand on veut faire autrement, une collectivité, elle peut être ici très volontariste dans sa politique agricole et promouvoir une agriculture qui est saine. Et en particulier, nous, on a fait le choix de l'agriculture biologique. Et depuis le début du mandat, en pleine crise du bio, on n'a pas cessé d'augmenter le nombre d'agriculteurs biologiques sur la collectivité. On n'a pas cessé d'augmenter la surface agricole utile en bio sur le mandat. On est quasiment à le double de la moyenne nationale aujourd'hui, même plus du double. Et puis, par exemple, c'est 250 hectares qui ont été convertis entre l'année dernière et cette année en agriculture biologique. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. L'agriculture bio est en crise parce qu'en quelque part, on le veut bien, quoi. Mais si on le soutient, ça marche. Et l'autre sujet, c'est qu'on a un gros levier incroyable pour les collectivités, c'est notre commande publique. Et en particulier, nos achats dans nos cantines, qu'elles soient les cantines des groupes scolaires, des collèges, des lycées. Et là, on a vraiment une capacité d'être très volontariste aussi dans nos choix d'achat de produits. Et comme je le dis souvent, en fait, une collectivité, elle n'est pas du tout obligée d'apporter un service de cantine à ses habitants. Elle pourrait très bien ne pas le faire, rien ne l'oblige. Donc si on le fait, on a une responsabilité aussi de savoir ce qu'on va mettre dans l'assiette des enfants et d'éviter que ces enfants, dans quelques années, aillent se faire soigner pour des problèmes de diabète, pour des problèmes d'obésité ou pour d'autres problèmes de santé. Et donc, c'est une responsabilité, c'est une politique de santé publique. Je le rappelle assez souvent d'ailleurs à mes collègues élus. Santé publique, ça veut dire qu'on met dans l'assiette des produits qui sont sains pour la santé des individus. Et nous, on a fait le choix de miser sur le bio, qui est aujourd'hui le seul label qui garantit une qualité en termes d'impact environnemental en particulier. Et notre objectif, c'est 100% de bio dans nos cantines. Tous nos nouveaux collèges qui sortent de terre sont d'ores et déjà 100% bio. Et on est en moyenne sur nos 80 collèges, nos 25 à 30 000 assiettes quotidiennes, à plus de 50% de bio aujourd'hui. Et on partait de très loin, parce qu'on était à peine à 7% en 2021. Donc on va vous dire qu'en quelques années, en 3 ans seulement, on change la donne pour les agriculteurs aussi en bio du territoire. Et pour ceux qui travaillent avec nous, la crise, ils n'ont pas connu, en fait. Ils ont connu une croissance à 2 chiffres pendant les 4 dernières années. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Il y a juste des visions et des choix et une responsabilité d'aller peut-être dans une meilleure direction que là où le système nous amène, quoi. Et peut-être sur les questions, on était plus sur l'amont finalement là, de ce que tu nous as présenté, mais ensuite sur le côté plutôt accessibilité ou consommation. Alors finalement, la cantine fait la transition, hein, mais qu'est-ce que la métropole de Lyon a pu mettre en place sur ces sujets d'accessibilité pour que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation qui soit rémunératrice d'un côté, mais accessible financièrement pour les autres? Tu as raison de rappeler que la cantine, elle a aussi non seulement la responsabilité sanitaire, mais elle a aussi c'est une politique sociale en soi. Pour beaucoup d'enfants, c'est le seul repas de qualité qu'ils mangent au quotidien. Parfois, c'est même le seul repas qu'ils mangent au quotidien. Donc on a aussi une responsabilité, une accessibilité à travers ces assiettes. Et puis on a fait le constat, là on a hérité d'un rapport en début de mandat qui avait été fait par nos prédécesseurs qui montrait une stat assez effrayante, c'est que 30% des gens qui avaient été interrogés dans le cadre de ce rapport, des habitants de la métropole, déclaraient ne pas se nourrir correctement sur la métropole de Lyon. Et 15% d'entre eux déclaraient ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole de Lyon. Et donc le deuxième pilier de notre politique alimentaire, ça a été de développer des outils d'accessibilité alimentaire, que ce soit la présence d'épiceries sociales et solidaires sur le territoire,
que ce soit la présence de maraîchers à proximité des pieds d'immeubles. On a installé de l'agriculture urbaine, que ce soit le développement des jardins partagés pour l'autoconsommation. On a fait x4 en termes de jardins partagés sur ce mandat. Et puis une autre action, moi, qui me tient extrêmement à cœur et qui fédère aussi tous les acteurs qui sont autour de ce rapport, c'est de tester une nouvelle façon d'imaginer l'alimentation, ne plus la considérer comme un produit ou une marchandise comme les autres, mais de se dire que c'est un bien commun. Et dans ce cadre-là, pourquoi on ne réinventerait pas un nouveau pacte social aussi autour de ce sujet alimentaire? Et c'est là où on a décidé d'expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle d'un arrondissement, de 8e arrondissement de Lyon, pour montrer qu'en fait, c'est possible de réinvestir la population sur ces sujets, de refaire démocratie autour d'une assiette et surtout de se dire, demain, pourquoi on n'aurait pas chacun la capacité, quels que soient nos revenus, d'accéder à des produits sains et qui, en plus, génèrent du chiffre d'affaires pour les producteurs locaux. Donc c'est le projet de la sécurité sociale de l'alimentation. Je vous invite vraiment à regarder et à creuser ce sujet parce que en tant que jeune politicien, moi j'étais pas politique avant 2020, hein, donc malgré mes cheveux blancs, je reste assez jeune dans ma tête sur ces sujets-là. Je trouve qu'il y a un moyen de réenchanter aussi la politique autour de ce sujet de l'assiette. Et ça peut être un beau sujet de se dire, un beau débat politique au sens noble du terme, de se dire, tiens, est-ce qu'on réinventerait pas un nouveau objet de solidarité autour de l'alimentation? Et ça marche. On a des effets, sur déjà l'implication des habitants, des gens qui sont parfois éloignés de la chose publique, éloignés même socialement, qui se réinvestissent dans la vie de quartier et qui se remettent en place en quelque sorte sur la dimension politique au sens, encore une fois, très noble du terme, quoi. Et j'aime à dire que, grosso modo, avec la montée de certains courants politiques qui mettent en danger la démocratie, peut-être que là, on est en train de retisser des îlots de résistance à l'échelle des quartiers autour de l'enjeu démocratique. Et peut-être que demain, s'il y a des politiques publiques qui arrêtent des enjeux de solidarité sur des sujets de l'alimentation ou d'autres, là, on a peut-être créé un ferment très solide qui permet de recréer, en tout cas, une résilience locale à travers, encore une fois, l'assiette. Et on est en France, donc j'ai envie de dire la gastronomie française, elle est reconnue aussi pour le fait qu'on fait société autour d'un bon repas. Donc je trouve que ça a du sens de défendre cette vision-là ici. Merci Jérémy. Marion, peut-être pour compléter les propos de Jérémy, voir les leviers que les collectivités peuvent avoir en termes de politique publique et puis peut-être des exemples d'autres acteurs au sein de France Urbaine qui ont pu développer aussi des choses que tu te semblent intéressant à partager. Ça va faire écho à ce qui a été mis en place au niveau de la métropole de Lyon. Et peut-être quatre idées. Un premier point qui insiste vraiment sur les enjeux de la tarification sociale qui est évoqué dans vos propositions. Alors c'est un sujet, nous on représente les grandes villes, les grands territoires urbains, c'est un sujet qui est déjà amené depuis quelques temps dans les grandes villes. Mais malgré tout, il y a eu des travaux durant ce mandat de différentes villes pour rendre la tarification plus performante en étant beaucoup plus alignée sur la notion de taux d'effort, s'assurer qu'on puisse vraiment correspondre à la capacité de contribution d'une famille, c'est le premier point. Mais également des tests sur la gratuité de la première tranche qui ont pu être observés par exemple à Saint-Denis. Avec donc des effets sur la fréquentation et puis une volonté d'étendre un dispositif qui était prévu pour les cantines scolaires aux crèches également dans cette configuration-là. Et quand on parle cantine, il y a aussi ce travail qui conduit à aller dans les cantines et au-delà, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur une alimentation saine, accessible, équilibrée dans les autres établissements du territoire, soit parce qu'on les pilote, parce qu'on a des EHPAD par exemple, des résidences autonomie en régie. L'alimentation des personnes âgées, c'est aussi un point essentiel. Soit parce qu'on a construit des alliances avec d'autres acteurs du territoire. Ça, c'est peut-être à pousser davantage, puisque des établissements permettant d'aller offrir une offre accessible, il y en a également qui sont pilotés par d'autres acteurs. Et donc, le fait de faire une coordination locale pourrait avoir un sens dans ce champ. Également, un deuxième point sur la question des lieux. Qui apparaît en filigrane dans l'ensemble de vos propositions, et ça a été rappelé. Quel lieu pour une alimentation accessible? Quand on indique qu'il faut changer, par exemple, la structure d'un commerce, qu'il faut faciliter l'accès à l'alimentation, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur l'endroit où on amène ce lieu et les personnes qui vont devoir avoir accès à ce lieu. Si je mets l'alimentation bio au cœur d'un quartier où les personnes n'ont pas forcément les moyens directs d'y aller, ça peut être complexe. Et même si on a des systèmes de tarification favorables, ça peut être complexe puisqu'il peut y avoir un effet de censure aussi qui est à retravailler.
ou une adaptation des produits qui sont mis en vente, qui sont aussi à penser. Et là-dessus, on peut penser à des modèles comme la maison phare à Dijon, qui est vraiment la construction de A à Z via l'animation de quartier, via de l'éducation populaire, d'un outil pleinement approprié par les habitants, qui est aussi un lieu où on s'alimente, un lieu où on va manger. Et donc il recrée justement ce côté tissu social qui est vraiment essentiel sur les enjeux alimentaires. 2 autres points. Le point de la coordination des acteurs sur la lutte contre la précarité alimentaire. C'est un point qui est complexe, la précarité alimentaire, puisque c'est en train d'augmenter et donc c'est des coûts qui sont conséquents aussi pour les collectivités. Ce qui fait que la façon de soutenir aussi ce mouvement de lutte contre la précarité alimentaire peut être aussi une réflexion globale à l'échelle d'un territoire sur un outil logistique qui peut bénéficier aussi bien à un CCAS qu'aux banques alimentaires et qui peut être pensé ensemble aussi à l'échelle d'un territoire. Donc ces briques qui peuvent être pensées collégialement sont un outil qui sont importants. Dernier point, évidemment, sur la commande publique. Et là aussi, je veux dire la commande publique et ses briques, puisque quand j'ai travaillé l'achat auprès des producteurs, je me rends compte que quelque part, ça n'est pas toujours exclusivement l'achat qui est en jeu. Là, ça va renvoyer à toutes les réflexions sur les autres briques, la logistique, la transformation. Et ça nécessite une réflexion collective aussi à l'échelle d'un territoire pour éviter d'avoir une légumerie, 2 légumeries, 3 légumeries. Non, on est sur un raisonnement qui va analyser les flux entrants et les besoins d'un territoire dans son ensemble pour voir où on peut mettre une légumerie pour alimenter les cantines, etc. C'est toute une réflexion qui a eu lieu à Dijon, ou autre modèle, se centrer par exemple sur des choses très innovantes autour des captages, autour des bassins de captage. La commande publique, c'est difficile parce qu'on a besoin d'y introduire du local et du durable, et ça n'est pas facile à amener en termes juridiques. Certains territoires ont amené ce raisonnement juridique avec la préservation des captages à Rennes notamment. C'est un peu technique, mais c'est une façon de mettre du local aussi dans la commande publique. Merci. Peut-être dernière question, réponse assez courte, parce qu'on arrive à la fin du temps, et si on veut laisser quelques questions, sur plutôt les enjeux, les défis, les difficultés, au fait. Comment tu parlais justement de comment changer d'échelle. Aujourd'hui, quels sont les freins? Peut-être aussi faire un peu un lien avec les débats actuels qu'il y a au Parlement, Sénat, Assemblée nationale. Je suppose que ça fait partie de ces freins-là. Mais voilà, quels sont les grands défis que vous pouvez voir l'un et l'autre sur ces enjeux-là pour la prochaine mandature? Il y a un enjeu, vous en parlez dans le document, c'est de faire des PAT sur les territoires. Faut dire qu'il y a eu un appel d'air incomplet depuis maintenant l'ouverture de cette dimension PAT. On a plus de PAT en France que de variétés de fromage, quasiment. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai appétit des collectivités pour bosser sur ces sujets, alors qu'en fait, avant, ce n'était pas le cas. Donc c'est génial en soi que maintenant, les collectivités aient tous un diagnostic, un début de plan d'action, etc. Mais le secret espoir de toutes les collectivités, et là je parle au Salon des maires, c'était d'avoir des moyens pour mener à bien ces politiques publiques. Donc on ouvre un dispositif qui s'appelle Projet alimentaire territorial, mais la preuve en est, c'est que dans le PLF, le projet de loi de finances de cette année, la somme exactement attribuée au PAT est 0. Donc ça veut dire que là, on est en train de générer aussi de la frustration énorme chez les élus locaux, de se dire des élus qui sont prêts à se mettre en mouvement, qui sont sur des territoires que moi j'appelle des territoires de projet, donc qui sont efficaces en termes de dépenses de l'argent public en plus. Donc quand on pense aussi à rationaliser la dépense d'argent public, peut-être que l'élu local il est en capacité de le faire de façon plus pérenne et plus efficace. Non, il a aucun moyen aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, beaucoup de collectivités, en particulier les intercos, elles sont entravées sur ces sujets. Aujourd'hui, on a confié une grande partie de ces responsabilités à l'échelon régional, qui a maintenant, c'est des immenses régions, qui ne sont pas forcément des territoires, comme moi je les appelle, de projets. C'est plutôt des grands territoires sur lesquels on a mis des politiques structurelles. Mais ces politiques structurelles, comme la PAC, on en parlait tout à l'heure, pourraient être très utiles pour financer les projets qu'on a à l'intérieur de nos PAT. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je fais sans la région aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes. Je le fais avec les moyens que la collectivité mobilise en propre. Et j'ai la chance qu'on ait décidé collectivement de mettre beaucoup de moyens sur la feuille de route. Demain, avec les défis que nous impose l'État sur les fonds publics et en particulier les ponctions qui sont faites sur les collectivités, je ne sais pas si on sera toujours en capacité de mener des politiques aussi ambitieuses que par le passé. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui de se mobiliser, quels que soient nos courants politiques. Les PAT, ils ne sont pas écolos, droite, gauche, ils sont quasiment tous les partis sont lancés dedans. Moi, j'invite à se mettre ensemble pour aller faire un plaidoyer qui soit solide autour des sujets d'alimentation,
parce que c'est une politique de santé publique. Puis dans quelques semaines, là, il va y avoir le salon de l'agriculture. Ça fait déjà 3 ans que la crise agricole, elle gronde, sans qu'il y ait aucune réponse structurante qui satisfasse le monde agricole. Moi, je suis sûr qu'à travers ces projets, à travers la dimension de la sécurité sociale de l'alimentation, on a trouvé une solution à la crise agricole. Et ben, il faut avoir le courage de la mettre en place maintenant, quoi. Très très rapidement, 3 points. Un point qui nous concerne en tant qu'association nationale, c'est mieux documenter. Mieux documenter pour mieux défendre, donc mieux documenter les modèles économiques et financiers pour savoir combien ça coûte et où sont les financements de l'ensemble de ces modèles alimentaires locaux. Le deuxième point, c'est réagencer les financements. Une ville qui prend sur son budget une action qui permet de faire des économies pour l'assurance maladie, aujourd'hui, elle prend sur son budget cette action. Elle ne reçoit rien en retour. L'ordonnance verte à Strasbourg, ça a un coût. Donc à un moment, pourquoi pas faciliter le financement de ces politiques locales de prévention par l'assurance maladie. C'est une réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui. Et le troisième point sur lequel on travaille, c'est la simplification du cadre de la commande publique. Aujourd'hui, on a une injonction à soutenir une certaine résilience territoriale et à soutenir des agriculteurs locaux, puisqu'on en a de moins en moins. Il y a une incohérence entre ce que dit le Code rural sur les projets alimentaires territoriaux qui nous dit de soutenir les filières et ce qu'on peut faire via le Code des marchés publics. Donc on a aussi un travail à mener pour que ça devienne possible et facilitant à l'échelle locale. Merci. Pour info, on porte un amendement commun, je vois Alexia du réseau CIVAM, mais aussi Secours catholique et UGES, sur des moyens financiers pour les PAT, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il a été déposé en espérant qu'il soit soutenu. Appel aux élus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être on peut en prendre une ou deux rapidement, et puis après on pourra prolonger les échanges sur notre petit stand UGES qui est juste là, F47. N'hésitez pas, notre magnifique stand. Oui, bonjour, Basile Ray. Moi, je travaille au Syndicat national de la restauration collective et je voulais vraiment vous remercier pour cette table ronde hyper intéressante. Je voudrais commencer par apporter une précision. Monsieur le vice-président, vous avez dit que c'était 19 milliards le coût de la mauvaise alimentation. En réalité, c'est bien plus, selon la FAO, l'organe onusien qui s'occupe de l'alimentation. Il chiffre à 125 milliards les pertes de recettes ou les dépenses liées à la mauvaise alimentation en France. Je donne juste un chiffre parce que c'est tellement énorme qu'on ne sait plus très bien ce que ça représente. Le budget de l'armée, c'est 50 milliards en France. Donc on a 50 milliards, 125 milliards. Donc en effet, les leviers que vous avez évoqués, lutte contre la pub sur les produits ultra transformés, l'installation de fast-food, et d'ailleurs c'est une de vos propositions, tout ça, ça me paraît essentiel et c'est à la main des élus. Et je voulais aussi vous remercier pour votre recommandation sur la restauration collective et tout ce que vous avez dit. En effet, nous, on pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un manque de moyens parce qu'on a décrété la loi Egalim, mais quels moyens supplémentaires ont eu les élus pour la montée en gamme? En effet, maintenant, ça appartient, c'est un choix budgétaire qu'ils doivent faire. Et là-dessus, dans le cadre des débats budgétaires, nous aussi, on pousse pour avoir plus de moyens. Et autre frein, en effet, vous l'avez évoqué, le local n'est pas à proprement parler comptabilisé dans Egalim, en tout cas c'est le bio et les produits labellisés, mais pas exactement le local, et là aussi ce serait un frein à lever. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos propos. Alors, juste pour préciser, les 19 milliards, c'est le coût de la subvention publique dans le cadre-là. Effectivement, le chiffre, il est encore plus hallucinant, celui que vous avez cité de la FAO. Bon, on peut que vous rejoindre. Marion parlait de la libération de la commande publique. C'est un plaidoyer qu'on porte aujourd'hui au niveau européen, en essayant d'aller à minima négocier 50% de notre commande publique qui puisse être fléchée en local et qui soit cohérente avec la politique agricole qu'on mène par ailleurs, parce qu'on dépense beaucoup d'argent à implanter des agriculteurs sur le territoire, à développer des filières. Et puis quand on pourrait être quelque part l'exemple d'achat, on n'est pas dans la capacité de le faire de façon fluide. On y arrive par des procédés à orienter notre commande publique sur le top, mais c'est pas aussi facile que ce qu'on l'imagine ou ce que ça pourrait l'être. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Bonjour, j'avais 2 questions. La première, donc plutôt sur Lyon. Vous avez interdit la publicité, mais est-ce que donc ça a entraîné des pertes de financement? Enfin, on sait que voilà, il y a des contraintes budgétaires et donc est-ce que vous avez perdu des financements à ce niveau-là et comment vous les avez compensés éventuellement? Et deuxième question, c'était sur, il y a des propositions qui sont faites sur la création d'une compétence alimentation, donc c'est à destination de vos 2 organisations.
est-ce que vous êtes en faveur, on va dire, de sa création? Parce qu'on sait que, je pense qu'il y a aussi des contraintes à la créer en termes avec toutes les autres compétences qui existent déjà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, merci. Alors sur la compétence alimentation, ça va être un peu frustrant comme réponse puisque ça va renvoyer à mon point 1 qui est documenter. Le fait de penser la création d'une compétence nécessite à un moment de déterminer ce qu'on met derrière, ce que signifie aussi l'existence d'une compétence obligatoire en termes juridiques, ce que ça appelle comme financement et qui l'exerce. Aujourd'hui, les réflexions autour de la compétence alimentation se sont centrées un petit peu sur le concept. Une compétence, ce serait intéressant, mais le fait de fouiller juridiquement le modèle est assez rare. Et quand on le fouille, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus sur le portage de cette compétence et les modalités de mise en place aussi de cette compétence. Mais une autre approche intéressante là-dessus qui résonne avec ce genre de réflexion, peut-être qu'il faut creuser, c'est par exemple un modèle qu'on a pu observer sur la loi Lévy, qui à un moment s'est dit qu'un élément législatif allait garantir l'absence de zone blanche pour l'alimentation de chaque étudiant en France. Et donc par un autre levier, en fait, on s'est dit qu'on avait une forme de capacité à garantir une alimentation accessible et équilibrée pour toute une population partout sur le territoire. Donc ça peut être des outils et des indications pour répondre et creuser cette question. Oui, peut-être sur juste le choix, en tout cas nous des associations, de ne pas l'avoir mis dans ce livret, parce qu'on s'est posé la question. C'est qu'on s'est dit, là, on veut vraiment être à un niveau de ce que les municipalités, interco peuvent faire, enfin, ce qui est dans la main des élus locaux. Or, pour nous, la compétence alimentaire, la faire advenir, n'était pas dans leurs mains là à venir. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix et on n'est pas forcément entré dans le débat en disant, déjà, regardons à partir des compétences qui sont à disposition, tout ce qui peut être fait et comment ça va être articulé, comme tu le mentionnais, dans une forme de stratégie qui a une vision beaucoup plus systémique, quoi. Et après, on peut avoir la compétence, mais encore faut-il avoir les moyens de l'exercer. Et moi, je pense que c'est ça le sujet. On a inventé plein de politiques publiques. Je vous ai parlé des PAT, super initiatives, qui donnent quelque part une forme de compétence aux collectivités d'agir sur le sujet. Bon, les moyens en face, ce soit des dotations, soit on réimagine la fiscalité. C'est-à-dire on peut réimaginer une autre forme de fiscalité locale. Aujourd'hui, les fiscalités locales, elles n'ont plus beaucoup de leviers à actionner pour aller financer les politiques publiques ad hoc, quoi. Donc on peut réinterroger ça. Je vous donne un autre exemple. On parle du foncier, on parle de zéro artificialisation nette. Nous, OK, on a maintenu la trajectoire zéro artificialisation nette pour sauvegarder notre foncier agricole. Mais il y a eu un impensé total dans cette loi. C'est que fiscalement parlant, comment on arrive soit à motiver les élus d'aller dans cette direction, soit même de récompenser ceux qui sont moteurs sur le sujet. On parlait de la loi Egalim tout à l'heure. C'est super de respecter les 20%. Peut-être qu'on peut avoir une vision encore plus pushy en donnant des bonus à ceux qui vont plus loin et en finançant ça. Quand on met en place des politiques de solidarité, de santé publique, on peut imaginer qu'on pourrait avoir aussi des leviers, comme on génère moins de coûts, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ouais, d'avoir une compensation ou une ligne de financement qui soit liée à la politique de santé publique de ce pays. Donc voilà, au-delà de la compétence qui est souvent un enjeu de pouvoir ancrer une politique publique, il y a aussi l'enjeu du moyen qu'on doit mettre derrière pour assurer la pérennité de ces politiques. Et sur la pub, effectivement, il y a des choix pour les élus. C'est parfois de renoncer à des recettes qui sont liées à un mécanisme qu'on n'estime pas vertueux. C'est ce qu'on a fait et on a essayé de l'optimiser autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un affichage dans le métro, c'est plutôt de l'affichage pour la culture, c'est plutôt un affichage pour les services publics, plus que pour, je ne citerai pas de marque. Merci beaucoup pour poursuivre les échanges. Il y a le stand de l'UGES F47 juste là. Et puis sinon, merci pour les interventions, merci pour votre présence. Et bonne fin de salon. Oui ? Non, c'était 30.